Pour la première du podcast, je voulais recevoir Cody, et non seulement parce que c'est facile, parce que je le connais déjà, mais c'est pas un hasard. Cody, la première fois que moi je suis monté sur scène, c'était en première partie d'un de ses spectacles à lui, c'était au Théâtro à Bruxelles pour ceux qui connaissent, et on y reviendra tout à l'heure sur l'anecdote parce que ça s'est passé, disons que ça s'est passé moyennement, et je le connaissais pas du tout à l'époque. Donc voilà, quand j'ai voulu faire le projet de podcast, j'ai dit à Cody, viens, on va faire des interviews pendant 1 heure. Le but, c'est de éviter que l'humoriste, contrairement à ce qu'il doit faire d'habitude, essaie d'être drôle à toutes les 10 secondes. Donc, j'ai vraiment une série de sujets que je veux aborder avec lui. Et Cody a accepté de venir. Donc, Cody, merci d'être chez moi. Merci, bravo. Oui, c'est enregistré devant pas de public, en pas live de mon appartement. Là. Donc, Cody, à chaque fois que je vais inviter quelqu'un, je vais lui demander ce qu'il voulait boire. Et Cody m'a envoyé 2 SMS. Le premier, ça disait vodka. Et j'ai reçu un SMS 1 minute après où ça disait jus de pamplemousse. Et donc, voilà, j'ai acheté juste le jus de pamplemousse parce que c'était moins cher. Écoute, c'est très très bien. C'est ce que je bois chaque semaine. Chaque semaine, je bois un jus de pamplemousse. C'est bon pour le teint? Je sais pas, c'est bon, j'aime bien. C'est pamplemousse rose. Parfait. On a pas mal de sujets à aborder. Le premier, c'est con, mais t'as quel âge? Oui, 34. T'as 34? 34 ans. Alors, ça se voit pas du tout, non. En général. Mais de toute façon, les Blacks ont 2 âges, hein, jeune et vieux. Exactement. Jeune et vieux. Moi, j'ai toujours l'impression que les gens... Enfin, non, c'est pas une impression. Les gens me donnent beaucoup moins que 34. Et tant mieux. Parce que comme ça, je peux continuer à séduire un jeune public. Ouais, mais c'est ça, t'as 28 ans avec beaucoup d'expérience. Ouais. Et ça, c'est un truc... D'ailleurs, j'ai posé pas mal de questions. On se connaît déjà dans la vraie vie. Ouais. Une série de questions. S'il y en a une, t'as pas envie de répondre, tu me le dis, c'est pas grave, mais... Évidemment, il ne manquerait plus que ça. On va pas se battre. C'est une grosse partie de ta vie, draguer. Draguer, séduire, moi, c'est une grosse partie de ma vie. Séduire. T'as déjà une copine pendant longtemps ou pas? T'as 34 ans, donc t'as déjà une copine pendant une longue période? Alors, j'ai eu une copine pendant une longue période, mais avec plein de hauts et de bas. De haut et de bas, ça veut dire que tu la trompais ou ça veut dire que vous avez quitté, on revient ensemble, quitte, on revient ensemble? C'était une relation libre, comme on dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'était libre des deux côtés? Non, je pense que c'était libre que du mien. Ouais, c'est ça le problème. Et elle était au courant que c'était une relation libre? Ouais, je pense qu'elle se doutait un peu qu'il y avait des trucs pas très nets. Qu'il y avait anguille sous roche. Et ça fait combien de temps, ça, que ça fait combien de temps que t'es donc célibataire? Ça fait longtemps. Ça fait... Mais écoute, il y a encore l'année dernière, j'étais avec une fille. Donc là aussi, je crois que c'est un truc qui a duré un peu moins d'1 an. Ok. Avec des hauts et des bas. Ouais. Mais cette fois-ci, sans forcément aller voir ailleurs. T'es plus heureux quand t'es célibataire ou quand t'es non, tu sais, là, j'arrive à un âge où j'ai envie quand même de me caser un petit peu. Tous mes potes, tous les potes de mon âge sont à peu près maqués, avec 1, 2, voire 3 enfants. Et donc, moi, je me dis que ce serait quand même un petit peu... Pas parce que c'est les autres qui le font, mais juste que mon horloge biologique à moi, elle se dit, maintenant, c'est le moment. C'est peut-être temps. Ben, j'ai l'impression que tu as 2 choix aussi à un moment donné. Si tu veux continuer de sortir et que tous tes potes sont casés, tu dois trouver des nouveaux amis. Exactement. Et à un moment donné, ça commence à paraître. Genre, le gars de 52 ans qui se tient avec des gens de 22, ça commence à être gênant un peu. Dans notre groupe de potes, on voyait toujours des mecs un peu plus vieux qui sortaient en boîte et qui avaient genre 38. Ouais. Et on se disait, putain, on sera jamais comme ça, les mecs. Et maintenant, on les voit et puis on se dit, en fait c'est moi. Ah, le pire, c'est quand t'as une meuf qui te dit, vous avez du feu, monsieur? Et là, tu te dis, mais non, pourquoi tu me fais ça? Elle te dit ça, tu lui donnes genre tout ce que t'as comme feu, tu rentres chez toi, tu détruis ta bagnole et tu dis, je sors plus jamais, c'est terminé. Et tu fais que ça? Tu fais que de l'humour? Je fais que de l'humour. Hein. De l'animation, un peu de radio, c'est télé, mais t'as pas besoin de travailler. Parce qu'en Belgique, je sais pas s'il y en a qui le savent, mais t'en as qui sont assez bons pour être engagés sur Bel RTL, Radio Contact, des trucs comme ça, mais qui doivent travailler à la FNAC à temps partiel. Quoi. Donc, c'est pas ton cas. Ça fait combien de temps que t'as plus eu de boulot à côté? Ça fait 3 ans. OK. Ça fait 3 ans. Et décision que t'as regrettée des fois ou jamais? Jamais. Tu faisais quoi avant? Jamais. J'ai travaillé dans le dernier boulot, j'étais dans l'immobilier. J'étais chasseur d'immeubles. OK. Raconte parce que j'imagine que c'est un processus qui a pris du temps avant de choisir d'arrêter ton boulot. Ouais. Raconte ce qui s'est passé quand moi je la connais pas l'anecdote. Ouais. Quand t'as pris la décision, tu t'es dit OK, là ça y est, j'en rêve, tout le monde rêve de quitter son boulot pour faire quelque chose d'autre, mais toi tu dis ça y est, je vais passer le cap. Comment ça s'est passé? Il y a eu plusieurs étapes. D'abord,
Bon, je t'ai dit, beaucoup d'amis qui se sont mariés, etc. Et donc ça, c'était vers 28, 29 ans. Et souvent, comme j'étais très proche de ces gens-là, on m'appelait pour faire des discours de mariage, etc. Ah. Et c'est con, mais parfois, tu vois, par un discours de mariage, tu te dis, tiens, j'aime bien ce contact avec la foule, j'aime essayer de construire un petit peu des vannes, etc. J'ai fait le mariage d'un pote, j'ai fait. Je me suis marié à sa place, le gars était occupé, il m'a appelé en renfort. J'ai fait le mariage d'un pote au Mexique, à Cancun. Ok. Et j'ai fait une sorte de mini one-man show de 10 minutes, tu vois. Et je me suis dit, putain, là... C'est vraiment... En plus, je l'ai fait en anglais et en français parce qu'il y avait des invités américains, il y avait des Mexicains forcément, donc j'ai parlé un petit peu espagnol. Et là, il y en a plein qui m'ont dit après, putain, c'est ça que tu dois faire, mon gars. C'est ça que tu dois faire, arrête ton boulot maintenant, on sait, voilà, l'immobilier c'est très sympa, mais tu dois faire ce boulot-là. Et voilà, ça c'était un petit déclic déjà. Donc quand je suis rentré, je me suis dit, à 30 ans, j'arrête tout. C'est pas que ouais. Ou je commence tout plutôt. Je commence tout. Ouais, ouais, parce que j'arrête. Exactement. Et à ce moment-là, il y avait quelqu'un à qui tu devais l'annoncer ou t'étais célibataire, t'étais en appart, ou t'habitais chez tes parents, t'as dû leur annoncer comment. Est-ce que ça. Parce que tu perds du salaire du jour au lendemain aussi. Ouais, mais en fait, je me suis dit, je vais faire ça en douceur. Donc j'ai d'abord fait un programme court pour la télé, tu sais, ces petites pastilles qui durent 2 minutes là. Et j'ai été filmer ça avec un pote. J'ai présenté ça à plusieurs mecs de la télé et je suis tombé sur un mec qui était producteur, qui est mon producteur actuel, qui s'appelle Gilles Morin. Ouais, qui est mon producteur à moi aussi. On est dans la même boîte, donc Kings of Comedy. Ouais. Et comment t'es tombé? Parce que Gilles, je savais pas qu'il travaillait. T'as envoyé ça à des boîtes de prod parce qu'il travaille pas en télé. En fait, non, mais je me suis dit. Ah non, voilà. Maintenant, je me souviens, petit à petit, les souvenirs me reviennent. Oh, oui. Tu vois, ça. Je me suis dit, voilà, j'ai ce programme court, à qui je peux le montrer. J'en ai parlé un peu à des gens. Et j'étais à une fête où quelqu'un m'a dit pourquoi t'en parles pas à Gilles parce qu'il était dans le même collège que moi, tu veux, quand on était jeunes. Ok, vous connaissez depuis... on se connaissait, il sortait avec une fille que je connaissais, une très très bonne copine à moi. Excuse-moi, mais j'adore la manière dont tu souris et forcément vous n'avez pas pu le voir, mais il y avait une espèce d'illumination dans le regard qui était, non, une très très bonne copine à moi. non. Plein de sous-entendus. Non, il n'y a pas de sous-entendus, c'était vraiment une copine. Et donc... Ce serait con de l'avouer maintenant. Ben oui, surtout que c'est ton producteur encore aujourd'hui. Non, mais bon, en plus, il se prenait pour une star de rock à l'époque. Sérieux? Le mec, c'était... Mais c'est pas qu'il se prenait pour une star de rock, c'était une star du rock du collège. Ah, il jouait dans un groupe. Ouais, il jouait du Rage Against the Machine, comme on dit. Il jouait du Rage Against the Machine. Il tournait le dos au public. Ah ouais? Les 2 genoux par terre, en train de se tordre de tous les côtés. On a des images de ça ou on a des images dans la tête, je crois que ça vaut déjà beaucoup. C'est ça, c'est comme quand tu vois tes parents faire l'amour. Toi. C'est des images que tu peux pas oublier. C'est brûlé exactement. À l'intérieur de tes paupières. Exactement. Et donc, elle m'a dit, voilà, va voir Gilles, parce qu'il travaille pour Franco Dragon, tu vois. Oui. Franco Dragon, quand même. Et donc, je suis allé le voir. Il m'a dit, ouais, c'est pas mal, mais toi, t'es bien. Par contre, le concept, je trouve qu'il faudrait le revoir un peu. Mais pourquoi tu ferais pas du one-man show? Tu vois, je t'ai déjà entendu à des discours de mariage, tout le monde m'en parle, etc. Je dis, ok. Donc il me dit écris 15 minutes parce que moi je vais produire un mec, je vais quitter mon boulot chez Dragon, je vais produire un mec, écris 15 minutes et puis tu verras ce que ça donne. Et là c'est le drame. Parce que là tu dis ok d'accord, je vais écrire 15 minutes de drôle. Et c'est une chose d'être drôle dans un mariage devant des gens que tu connais, parce que tu fais des vannes sur les personnes et ça va toujours bien marcher. Exactement. Mais être drôle auprès des gens que tu connais pas, c'est Louis C.K. qui dit il y a aucune raison d'arriver sur scène et de commencer à parler, comme il y a aucune raison de commencer à parler à une fille dans un bar. Voilà. Peu importe ce qui arrive, ta première phase va être un mensonge, à moins que ce soit je veux mettre mon pénis dans ta bouche dans le cas de la fille et j'ai rien à vous dire mais j'ai envie d'être comique et que vous m'aimiez si t'arrives sur scène. Voilà, exactement. Et la deuxième phrase, il n'y a pas de problème parce que tu pars de la première et t'enchaînes, mais la toute première phrase, c'est extrêmement difficile, même quand t'es habitué d'écrire. Donc quand tu commences, il y a blocage. On va pas se mentir, il y a blocage. Il y a un petit blocage. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, ça m'a permis de continuer, quoi. Ça, c'était vraiment le début. Et en plus, j'ai fait mes débuts, si tu veux, en tant que, entre guillemets, professionnel au Théâtre Varia, quoi.
Ah ouais. Dans la grande salle du théâtre Varia, 500 places. Combien rempli? Ben, toutes. Ok. Pendant 3 jours ou 4 jours, je sais plus. Ah ouais. C'était énorme, quoi. Énorme. Quand tu as commencé à écrire, je me demande, parce que bon, ceux qui voient toujours pas Cody, à quoi il ressemble, en gros, t'es le humoriste black de Belgique. Il y a Somme du côté de Charleroi, je sais, qui fait aussi. Somme, je sais pas comment on le prononce. J'en sais rien, je suis pas son frère. Hein, vous connaissez pas tous? On se connaît tous. Non, c'est Soum. Soum, ok. Ouais. Et pardon pour la mauvaise prononciation du nom, mais je me demandais, quand t'arrives, tu sais que tu vas arriver sur scène, d'office, tu vas faire une blague ou deux là-dessus, mais on a déjà travaillé ensemble un peu et tu me disais, j'ai pas envie d'être le blague de service. Ouais. Et comment est-ce que tu gères ça, le fait de... Toi, en gros, tu peux faire des blagues racistes, pour dire les choses clairement. Je peux. Moi, je peux faire des blagues, mais pas des blagues racistes, où ça passe pas de la même manière. Ouais. Et donc, toi, t'as tout un pan qui t'est ouvert, mais t'as aussi une chier d'autres humoristes qui l'ont déjà fait, et tu veux pas avoir l'air du gars qui le copie, tu veux pas avoir l'air du gars qui tape facilement sur une évidence, mais si tu le fais pas, c'est un peu étrange. Comment est-ce que tu... c'est où ta limite? Moi, personnellement, ce qui me fait marrer, c'est à la fois des choses qui concernent mes origines, ma culture congolaise, mais également ma culture belge, parce que moi je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai des amis ici, j'ai de la famille ici, comme j'ai de la famille là-bas aussi au Congo, mais je veux dire, moi j'ai été construit, si tu veux, avec ces deux choses. C'est pour ça que j'ai pas envie de forcément mettre un point en avant et de pas commencer à arriver à être quand je dis le blague de service, c'est parce que peut-être que dans une autre époque, si tu veux, ce qu'on attendait d'un humoriste noir, c'est parler de sa noiritude, quoi. Parler de sa noiritude. Alors, aujourd'hui, tu peux plus attendre ça, en tout cas moi, les gens de ma génération qui ont grandi avec moi sont pas étonnés de voir que je parle de relations homme-femme. Et je veux dire quelque chose. On pense que c'est un peu genre, edgy ou risqué de faire des blagues là-dessus, mais moi, je vais beaucoup plus rire avec aujourd'hui un blanc qui fait des blagues sur les blacks, parce que ça, c'est risqué. C'est pas s'il est vraiment raciste, évidemment, mais j'allais voir Didier Super dernièrement, et il finit son concert dehors. Et évidemment, il y a plein de blagues. Si vous connaissez pas, c'est assez... Si tu le prends au premier degré, je sais pas pourquoi tu le prendras au premier degré, mais si tu le prends au premier degré, c'est assez choquant. Et on va dehors, et donc le soir, c'était du côté de Saint-Gilles à Bruxelles, et il installe la foule par terre, il vient pour commencer à jouer, et t'as un black qui passe entre lui et la foule, et au moment où le black passe devant lui, il fait « Je l'avais pas vu! » Oh putain! Dehors, dans le quartier. Et ça, pour que ce soit drôle, il faut que ça soit surprenant. Donc, un black qui vient en disant « Excusez-moi, je suis en retard parce que je suis pas arrivé à me garer. » Oui, ok, quoi. C'est comme tous ceux qui font des blagues aujourd'hui sur les curés pédophiles. En fait, c'est ça. En pensant être choquant, on le sait, c'est bon. Exactement. Ça fait 3-4 ans, tu fais juste reprendre des blagues qui ont été faites. Exactement, c'est la surprise, en fait. Si on n'arrive pas à être surprenant, un peu inventif, réinventer des trucs, alors... on devient juste archaïque. On est dans une phase qui descend, parce que c'est une phase qui est déjà tellement exploitée. Et donc voilà. T'as le premier qui prend le risque, qui lui en général se fait casser la gueule. Exactement. Il y a plein de fans qui le font, et là il y en a assez qui le font pour que les gens s'habituent. Et puis t'as tous ceux qui ont grandi en regardant la deuxième génération qui disent je vais faire la même chose, et qui finalement se retrouvent dans une situation où ils ont juste l'air de faire de l'humour ringard, quoi. Et la définition de l'humour ringard change rapidement, forcément, parce qu'un cliché, c'est quoi? Un cliché, c'est une bonne idée qui a été répétée trop souvent. Et voilà, je rigole. Excusez-moi, je suis concentré parce qu'on fait ça dans mon appartement. Et il y a mon chien qui s'appelle Minus, qui est super fan de Cody. Beaucoup fan quand même. Oh, oui. Allez, viens, Minus! Viens ici. Excuse-moi, mon chien est un peu raciste. Manifestement non, hein, parce que là, il me quand même pas mal. Il te câline? Et t'as déjà rencontré ça? J'ai déjà entendu que, Patrick, ça existe entre guillemets, des chiens racistes, c'est-à-dire des chiens qui vont aboyer quand ils voient des blacks. Non, mais il y avait un film comme ça, je me rappelle, parce que je crois que c'était en Afrique du Sud, il y a des mecs qui élevaient des chiens. En plus, en Afrique du Sud, imagine un peu le chien qui se fatigue à aboyer tout le temps tellement il voit des noirs partout. Et le pauvre, une fois qu'ils ont arrêté l'apartheid, le pauvre chien, lui, il est confus parce que... La carrière du chien, après, est finie. Est complètement finie. Le pauvre, on interview le chien en disant « Qu'est-ce qui s'est passé? » Ben écoute, j'ai 12 ans d'entraînement pour devenir raciste. Après, ce connard de Nelson Mandela débarque, met fin à l'apartheid, et moi, je suis à la rue à cause de ça. Non, mais il y a des victimes. La fin du racisme a aussi
Ah bah, à créer des victimes. À créer des victimes, oui. Juste à penser, tu crois vraiment qu'on serait obligé de faire nos t-shirts en Chine si le coton est encore gratuit? Non, monsieur. On pourrait faire ça ici. Tranquillement. Est-ce qu'il y a des trucs que t'écris et que tu fais pas? Genre, ça te fait rire, mais que tu les mets pas dans ton spectacle parce que tu penses que ça va pas passer? Et attention, je te pose la question, mais je sais bien que la réponse c'est oui parce qu'on a déjà travaillé ensemble. Ouais. Comment ça se passe dans ta tête? Où est-ce que tu mets la limite? Genre un truc qui te fait rire, mais tu dis non, je peux pas le mettre, quoi. Ouais. Il y avait un truc avec ta grand-mère à un moment donné. Ouais, il y avait un truc avec ma grand-mère où je disais que si tu veux, moi, pour me décrire, je dirais en un mot 31 cm. Et puis je dis 31 cm, c'est la taille de mon fils. Et mon fils, c'est le surnom que je donne à mon sexe. Alors, c'est vrai que c'est un peu choquant comme entrant en matière, mais quand je pense qu'au début, à la place de mon sexe, j'avais mis ma bite. Heureusement, j'ai demandé à ma grand-mère. Elle m'a dit non, si tu mets ta bite, ça passera pas. Hein. Et c'est dans là le que ça texte, commence. dans le texte, pas dans ma grand-mère, évidemment. Et là, je me suis dit, putain... c'est, je sais pas, ma grand-mère, tout ça. Et puis, c'est ce côté vulgaire un peu. Ouais. Les mots ou le sens? Parce que des fois, on peut dire des trucs super trash, mais quand ils sont bien emballés, ça passe. Ouais, mais moi, j'arrive justement à dire des mots parfois un petit peu... Le concept est trash, c'est ça? Voilà. Mais j'arrive à le mettre à le dire avec une forme plutôt sympathique. Et à l'inverse, un qui est fort avec ça, c'est James Dino. Ouais. James Dino, il est vulgaire à mort. Il va parler de petites fiottes et puis de niquer à toutes les 2 secondes. Exactement. Et pour une raison que j'ignore, lui arrive à le faire passer alors que t'en as d'autres, ils font juste dire « Et je suis un être sexuel. » Ah! Exactement. Dégueulasse! Et donc, tout est dans l'attitude. Non, mais c'est vraiment fort. Et moi, c'est une question que je me pose aussi souvent. Moi, ça me gêne, j'avoue, à moins que tout le truc soit trash, d'avoir un spectacle, je veux dire, mainstream. Donc, et d'un coup, t'as une espèce de bitcoin nichon qui sort de nulle part. Et t'as vraiment l'impression, c'est juste que l'humoriste avait plus d'idées. Et est arrivé à bout de ressources et s'est dit, fuck, je vais mettre un bitcoin nichon et puis ça va mieux passer, quoi. Mais tu sais, la vulgarité, moi je trouve que ça va pas à tout le monde. La vulgarité ou bien le trash ou le choquant. Parfois, il y a des humoristes que je connais, des jeunes humoristes, avec Minus qui essayent de me mordre, des jeunes humoristes qui essayent d'avoir un axe soit vulgaire, soit extrêmement choquant, soit subversif. Et ils pensent qu'ils font de l'humour subversif, mais ça ne correspond pas à ce qu'ils sont vraiment. Parce que je te parle de gens que je connais. Ouais, il y en a que ça sonne faux. Ça sonne faux. Il n'y a rien de pire. Et c'est pas sincère. Et ça, c'est le pire. Et à l'inverse, il y en a qui sont trash, mais je crois qu'il faut que tu acceptes. Faut que tu acceptes l'idée. Si t'es trash, puis tu fais de l'humour, tu vois des concepts, tu vas super loin. Je vais prendre un exemple, je sais pas. En ce moment, prenons, on dit genre Denis Lejeune, qui, avec la libération de Michel Martin, forcément était partout. Et moi, dans ma tête, j'avais imaginé un truc où tu dis, tu sais, franchement, j'ai pas d'enfant, donc je peux pas imaginer ce que ça doit être. Je suis assez intelligent pour comprendre que ça doit être horrible ce qu'il a vécu. Et à un point où il a gagné le respect forcément de tout le monde, il s'est mis en avant tout ça. Mais moi, je disais, ça en est un point où c'est impossible aujourd'hui publiquement de dire non à Jean-Denis Lejeune. Tu vois, tu peux être le gars qui fait Jean-Denis, ferme ta gueule, parce que tu passes d'office pour le salaud de service. C'est vraiment taper sur la victime numéro 1. Et je me disais, imagine le truc, Jean-Denis Lejeune s'en rend compte et en profite. Genre le gars, il va chez Coca-Cola, il fait les mecs, si on faisait un Coca vert et que t'as les mecs de Coca-Cola qui font oh fuck, oh non, c'est Jean-Denis, on peut pas lui dire non. Combien on va perdre avec 122 millions? Oui, Jean-Denis, pas de problème, tu reviens quand tu veux. C'est vrai qu'il pourrait faire ce qu'il veut, profiter comme ça de son... Ben oui, mais il y a personne qui va être le gars qui est contre Jean-Denis Lejeune, et moi le premier. Et je me disais, ce truc-là, c'est un truc qui me fait rire. Ça, c'est marrant, ça. Mais j'oserais jamais... Moi, à titre personnel, en tout cas, j'aurais du mal à le faire sur scène. Assumer ce sketch sur scène. Parce que je sais qu'il y en a plein qui penseraient que je me moque de Jean-Denis Lejeune ou que je me moque de ce qu'il a vécu. Alors que c'est pas du tout de Jean-Denis Lejeune que tu te moques. C'est juste une figure que tu prends. Tu te moques plus de l'espèce de sentiment général que quand quelqu'un est une victime... il peut plus être un connard. Et c'est pas un connard, Jean-Denis Lejeune. Il pourrait en être un, et ça serait super difficile de le lui dire, faire admettre. Et tu m'avais dit, on en avait déjà parlé une fois, et tu m'avais dit, j'imagine Jean-Denis Lejeune qui rentre dans un restaurant, regarde quelqu'un qui est assis droit dans les yeux, boit son coca, jette le verre par terre,
dit merci beaucoup et se casse. Il dit, pourquoi t'as rien fait, le gars? C'est Jean-Denis Lejeune. Je peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux? Je veux pas le frapper, quoi. Tu veux pas être le gars dans le journal qui dit genre Jean-Denis Lejeune agressé parce qu'il a voulu boire du coca. T'as pas envie d'être ce mec-là. Et je me dis, il y a personne, je crois, qui va faire ça parce que c'est dur, surtout en Belgique, vu qu'il y a peu de gens qui vivent bien avec l'humour. Ouais. Tout le monde a envie d'être mainstream. Et donc, celui qui accepte d'être trash, mais au point où il se dit, OK, je vais jamais passer sur RTL, je vais jamais passer à la RTBF, je vais peut-être être sur Internet et avoir mon petit public et faire vivre avec mes tournées. Moi, j'en connais pas qui ont accepté de passer le pas et de dire, je sais que je serai pas aimé par la majorité des gens. Ouais. Moi, j'ai fait la première partie de Patrick Ridremont, qui avait un spectacle génial, un seul en scène qui s'appelait Mon cul. Je l'ai vu et je t'ai vu en première partie. C'était à Louvain-la-Neuve, au théâtre Jean Villard. Exactement. Alors, il disait dans son spectacle, vaut mieux avoir son petit public à soi, hein, plutôt que d'essayer de plaire à tout le monde. Mais de toute façon, il y a une espèce de drame. Même, genre, prenons François Pirette en Belgique, parce qu'il fait donc des audiences jusqu'à 700-800 000 personnes. 1 million. Ouais, 1 million de dollars. Et le gars, ça veut quand même dire qu'il y a plus du 3/4 de la population qui ont choisi de pas regarder une émission qui était gratuite. Ouais. Et lui, c'est probablement je suis sûr qu'il est millionnaire avec tout ce qu'il a vendu comme cassette à l'époque. C'est un des rares qui a envie très, 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 très bien en étant qu'en Belgique. Ouais. Et il est quand même pas regardé par le 3/4 des gens. Et c'est là qu'on se trompe. C'est comme... Quelqu'un qui vient de dire t'es pas drôle, c'est comme quelqu'un qui vient de dire t'es pas beau. C'est ça. Essaie de le convaincre que t'es drôle ou beau, ça va pas arriver. Ça va pas arriver. L'important, c'est pas de convaincre les gens qui t'aiment pas de t'aimer. Le vrai drame, c'est si t'as 100 000 personnes, 50 000 personnes en Belgique qui disent ah oui, Cody, j'aime bien ce qu'il fait, mais qui viennent pas voir tes spectacles et qui cliquent pas sur tes vidéos et qui regardent pas qui écoutent pas tes émissions de radio. Le vrai drame, c'est ça. C'est si ceux qui t'aiment pas assez. T'es mort, t'as aucune carrière. Moi, je regarde donc Myriam Leroy, donc, ma copine qui a travaillé pour PUFM, travaille pour La Première. Ouais. Là, elle va sortir un livre sur les bobos, sur ses chroniques qu'elle fait sur les bobos. Ouais. Et ils ont fait un teaser avec Renaud Coppens, avec qui je travaille, j'avais fait pour Cirque Royal, c'est lui qui faisait les vidéos. Et ils ont mis un teaser sur Internet pour le livre, sans média. Tu vois, c'est pas un média qui l'a mis, c'est juste elle qui l'a mis sur son Facebook. Et basta. En moins d'une semaine, il y avait 25 000 views. En 2 jours, il y avait 20 000 views déjà de gens qui l'ont vu pour un livre. Sans support média. Ça, c'est génial. Et tu vois, ça change la donne aujourd'hui. C'est ça qui est super avec les médias, avec l'accès que nous, on a à ces nouveaux moyens de communication. C'est-à-dire que là, on change la donne. Mais juste, regarde le podcast. Pour ceux il y en a qui ça intéresse de faire des podcasts, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Moi, avec plaisir, j'ai fouillé ça un peu tout seul pour découvrir. Donc voilà, sur Twitter, c'est @danjigagnon si vous voulez me contacter. Et ça coûte 3 fois rien maintenant. En fait, les coûts de production sont quasiment éliminé. Et avant, tu avais besoin de médias pour diffuser, mais aujourd'hui, avec Internet, si tu as le moindrement d'impact sur Facebook, sur Twitter, et que tu as les bons réseaux de gens qui peuvent relayer, tu peux de plus en plus te passer des médias. Et maintenant, c'est de savoir le modèle économique. Est-ce qu'on va réussir à faire de l'argent avec ça? Et Myriam, donc, elle a eu 25 000 views. Combien va acheter son livre? Mais surtout, est-ce que si elle faisait une vidéo par semaine, il y aurait 25 000 personnes à chaque fois? Parce que si c'est le cas, c'est super intéressant pour un annonceur. Au lieu d'avoir des gens en radio qui le 3/4 n'écoutent pas la pub, là, les gens vont chercher spécifiquement et sont attentifs pour la personne. Et ça, c'est, je trouve, la bonne nouvelle. Et pour finir sur ce que je disais finalement avec ceux qui sont plus trash, là, ils peuvent trouver leur public. Parce qu'avant, si tu passais pas en télé ou en radio, tu trouvais jamais ton public. Je te donne un bon exemple, c'est Dieudonné. Qui continue de tourner. Le sujet qui fâche certains, mais Dieudonné, c'est créer son petit réseau sur le net, etc. Et donc il a sa petite TV sur le net. Il fait chaque semaine une petite vidéo. Son spectacle. Enfin, lui, voilà, c'est créer son petit réseau à lui. Il est devenu un média. Et c'est ça, moi, c'est l'objectif que je vise. L'objectif, c'est de devenir Dieudo. Un média. Ton objectif. Parce que Dieudo, ça va être compliqué pour une série de raisons. Il y a Bergson, tu sais, qui a écrit Le Rire, son livre Le Rire, dit que quand tu vas voir de la comédie, il faut laisser ses sentiments en dehors de la salle. Oui. C'est-à-dire pas de feelings
pas parce que c'est de l'humour. C'est de l'humour, ça sert à faire déclencher le rire, ouais. Donc voilà, ça sert à rien de se dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. Mais de toute façon, ce qui choque ou ce qui choque pas, c'est on s'est fait un classement qui fait aucun sens dans l'absolu. Ouais. Combien de gens font des blagues sur l'Alzheimer? Ouais. Alors que si tu fais des blagues sur le cancer ou le sida, t'as l'air d'un salaud. Ouais. Je sais pas si vous imaginez ce que c'est qu'avoir un parent qui a Alzheimer. Il paraîtrait que c'est comme voir sa mère ou son père mourir, tout en continuant de le voir, donc son enveloppe charnelle à chaque fois. Je vois pas en quoi quelqu'un qui a eu son père ou sa mère qui est affecté par Alzheimer est une moins grande souffrance que quelqu'un qui a eu sa mère ou son père qui est affecté par le cancer. Ouais. Ou le sida. Ouais, c'est ça. Est-ce que sida en général... Oui, non, c'est vrai. Ça peut arriver. Je pensais que... Non, t'as raison. Tu sais que sans déconner maintenant, parce qu'avant, donc, je faisais partie d'une troupe qui s'appelait l'Agence Tout Rire. Ouais. Donc, excellent jeu de mots déjà en commençant. Déjà, hein, et je faisais donc avec l'équipe tous les mois un nouveau spectacle où on faisait des petits sketchs, des petits solos aussi, des sketchs en solo, des sketchs en groupe, etc. Et je me rappelle, il y avait un mois, une soirée où je me suis dit je vais faire un petit sketch sur les maladies. En fait, le propos, c'est que je voulais expliquer que il y a 100 ans ou il y a 200 ans, un rhume, c'était un truc totalement nouveau, tu vois. Oh, ouais. Les mecs, ils éternuaient, et puis t'as des grands médecins qui disaient « Oh, qu'est-ce que c'est du mucus qui sort de ces cloisons nasales. » Et tout le monde était en train de crier à la panique, et des éternuements, personne ne savait ce que c'était. Et donc il y a eu une évolution de la médecine, de la science, qui a permis de faire en sorte que le rhume, finalement, c'est un truc tout à fait banal. Et je me disais, t'imagines que dans 200 ans, le sida, ce sera pareil, par exemple. Ce sera une vieille maladie qu'on a totalement résorbée. Et tu pourras croiser un mec dans la rue comme ça et t'as pas l'air bien, t'as pas l'air bien. Bah ouais, je sais pas, hier j'étais à une petite soirée là. Oh mon con, bah tu nous ferais pas un petit sida toi? Mais j'avais mal entamé mon truc. J'avais mal abordé le sujet, si tu veux. Donc quand t'es arrivé en disant tu nous ferais pas un petit sida, tu nous ferais pas un petit sida? Et là il y a eu un silence dans la salle. C'était énorme. Et tu vois, ça tu te prends des bonnes claques dans la gueule comme ça. Et c'est pas que la vanne est mauvaise. Non. C'est que des fois tu l'as fait. Tu sais, quand ceux qui disent le public était pas chaud, ouais, t'as pas réussi à le chauffer non plus. Il y a les deux. Et de toute façon, par définition, on peut pas dire que quelque chose de tragique est pas drôle. Tu peux intellectualiser et dire que toi ça te fait pas rire. Moi il y a des trucs qui vont m'affecter plus que d'autres, mais le fait spécifiquement quand quelque chose est tragique, il est drôle parce que le rire c'est de la tension. Exactement. Et puis de la tension relâchée. Donc tous les grands drames c'est extrêmement drôle. Le mec que tu disais qui glisse sur une peau de banane, en fait ce qui est drôle dans le mec, c'est une commotion cérébrale. Non, ce qui est drôle c'est quand il se débat pour essayer de ne pas tomber justement. Et tu vois là c'est drôle, c'est petite tension avant la chute. Et il disait que j'ai lu parce que je suis un peu vraiment un geek de comédie, j'essaie de m'informer, je lis la théorie, tout ça. Il disait qu'il y a deux façons de déclencher le rire. La surprise, évidemment, et l'autre c'est le sentiment de supériorité. Et je comprenais pas ce que ça voulait dire et j'ai fouillé un peu plus. C'est exemple quand tu regardes Mr Bean, se mettre dans des situations pas possibles, ça te fait marrer parce que tu dis putain, moi je me ferais pas avoir des trucs comme ça. Donc à chaque fois que le personnage à l'écran est en train de vivre quelque chose, toi t'as la clé, lui il l'a pas, c'est comme regarder donc l'aveugle et c'est ce qui peut déclencher le rire. Et c'est quand tu y penses, c'est pas con du tout, quoi. Non, c'est pas con. Pour être créatif, t'as plus de facilité si tu altères ta conscience. C'est-à-dire si je prends de la drogue. Ouais, drogue, alcool pour écrire ou pas? Non, c'est impossible. Impossible d'écrire. Je veux dire, tu peux écrire un truc comme ça en ayant picolé parce que tu te marres avec des potes. Et puis le lendemain, tu te rends compte en fait que ton truc n'est pas drôle du tout. Ça arrive assez souvent. Écoute, hier, je suis allé voir une pièce de théâtre au Théâtre National. Donc un truc hyper intellectuel, machin, expérimental, enfin un truc assez prise de tête comme ça. Et on est sorti de là et tout le monde avait son petit avis sur la pièce. Et c'est
jamais vraiment le même avis. Ouais. Tout le monde comprend un truc différent. Oui, moi je pense que j'ai capté. Ça voulait dire que le sens de la vie, c'est le petit prince. Et voilà, et tu demandes au metteur en scène, et il te dit non, c'est pas du tout ça. C'est une métaphore sur l'habillement au Moyen-Orient. C'est une métaphore sur ma bite. Ah ouais, bah ouais, c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Théâtre national, j'ai dit le fait d'écrire, oui, voilà. c'est sous après, influence. Après, on a pris un peu de vin, on était avec des amis, on a pris un peu de vin, on est parti sur des délires, machin, sur Bernard Ménez. Alors, et on s'est dit, ce qui serait incroyable, c'est d'organiser la tournée de Bernard Ménez à Las Vegas. Et que t'as des mecs, qu'on en fasse une star, tu vois, qu'on crée une espèce de faux buzz qui fait que tout le monde se dit, mais who the fuck is Bernard Ménez? Et t'as des gens, des producteurs américains qui téléphoneraient en disant, get me Bernard Ménez, I want that fucking you ain't Bernard Ménez, I know Bernard Ménez. I want him right fucking now. Either you get me Bernard Ménez or you're out of here. The Ménez Show. Et il y aurait tout un truc comme ça, un énorme Fuck truc. Letterman, I want Ménez. Et on est parti sur ça. Et je me demandais si le lendemain ça serait drôle, mais manifestement oui. Ça, tu viens juste de tester une idée de sketch sur moi, mon salaud. Voilà. Ça, c'est un truc que tous les humoristes font. Et d'ailleurs, moi, ma copine n'en peut plus, elle s'en rend compte maintenant à chaque fois. Ouais. Je parle, puis d'un coup, je rentre en mode, je suis en train de tester un nouveau sketch. Elle le voit directement. Et là, elle me dit, Dan, arrête de tester ces sketchs sur moi. Non, c'est pareil pour moi. Et ça se voit parce que le ton est juste un tout petit peu différent. Exactement. Et oups, c'est plus pareil. Ton meilleur souvenir sur scène? Meilleur souvenir sur scène, c'est... qu'est-ce que j'ai comme bon souvenir? Peut-être la première fois dans une énorme salle. En fait, non, tu sais, c'est quoi mon meilleur souvenir? C'est, je pense, une des premières fois, là, quand je te dis au Théâtre Varia. Oui. Parce que là, c'est un sentiment tout à fait nouveau. Ah ouais, c'est comme essayer de l'héroïne pour la première fois. Exactement. Tous ceux qui font de l'héroïne disent qu'il n'y a rien qui vaut le premier boss. Il n'y a pas d'orgasme aussi intense que l'héroïne. Alors ça, j'en sais rien parce que j'ai jamais pris ça. Mais... Non plus parce que je me fais pas confiance en fait. Moi, j'aurais peur. Moi, en fait, ce qui me ferait peur avec ces drogues-là... C'est de les aimer. C'est de mourir d'une overdose comme ça. En fait, si tu veux mourir d'une overdose, c'est pas grave. Mais il faut que tu l'aies fait après avoir réussi. Voilà, mourir d'une overdose... Tu sais, si Kurt Cobain s'était tiré une balle dans la tête quand il avait 14 ans, ça n'aurait pas eu le même impact sur le monde. Sur lui, ça aurait eu le même impact, mais pas sur le monde. Non, moi, j'ai peur d'aimer ça. Parce que la façon dont on le décrit, les gens préfèrent ne plus avoir de vie ni de famille, être pauvre et mourir, que d'arrêter de faire de l'héroïne. Donc, ça doit être génial. Ça doit être génial. Et c'est ça qu'il n'y a jamais dans les campagnes de drogue. En fait, c'est ça qu'on devrait dire. La drogue, c'est génial. Parce que c'est vrai, c'est le seul produit pour lequel c'est cher, c'est dangereux, c'est illégal. Il n'y a jamais eu de campagne de pub en faveur, dans ta face, tous les publicitaires pour les autres produits, que des campagnes de pub contre. Et malgré tout, ça continue de cartonner. Il y a une seule raison. C'est que c'est awesome. Moi, c'est pour ça que j'ai pas envie. Parce qu'une fois que tu goûtes ça... Tu veux plus revenir à autre chose. Probablement qu'après, tu regardes ton verre de spa barisseur et tu fais... Ouais, tu sais, ton jus pamplemousse, il est bon maintenant. Mais comparé à un shoot d'héroïne, j'imagine que t'as moins de plaisir. Hey, salut! Moi, je m'appelle Cody et tous les matins, je me fais un petit shoot d'héroïne. Avant, je buvais du jus de pamplemousse. Mais ça, c'était avant. Bah oui, écoute, je pense qu'on a trouvé une pub, là. Si les producteurs d'héroïne nous écoutent et cherchent une... Parce que beaucoup d'agences de pub ne veulent pas faire des spots pour les... Il y a une espèce de racisme contre les dealers de drogue qui est assez... pas justifié. Qui est assez dégueulasse. En fait, faudrait me proposer, tu vois, à Bernard Arnault, par exemple, qui est... Ou à Bernard Ménez. Tu vois, le patron du luxe. Et peut-être qu'il pourrait se faire encore plus de pognon s'il vendait de la drogue aussi. C'est fucking sac Louis Vuitton rempli de cocaïne pour un business, là. Un humoriste sous-évalué? Sous-évalué. Quelqu'un, tu dis, je comprends, il est drôle, je comprends pas pourquoi il marche pas plus que ça. Et ça peut être un jeune aussi, un jeune forcément le temps que ça... Ouais, un jeune, alors qui on a dans les jeunes? En fait... Personne, ils sont tous surévalués. Non, pas sous-évalué, mais je trouve que c'est un mec qui est tellement drôle, mais que... je crois que lui, il n'a pas envie d'en faire plus. C'est un mec qui a déjà
énorme carrière. Hein, Ouais. je te parle de Gustave Parking, qui a une énorme carrière, mais qui a maintenant envie de gérer son temps comme il le veut. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas Gustave Parking, c'est un genre de gars qui va se mettre un ballon par-dessus la tête et le gonfler avec les narines. Il se met des tampax, des tampax dans les narines, il plonge sa tête dans un seau d'eau, il ressort, et c'est les tampax qui ont gonflé, et donc ça lui fait un truc énorme, des narines énormes. C'est con. C'est un clown pour adultes. C'est un clown pour adultes avec plein de jeux de mots, des trucs intelligents, machin. Et lui a décidé de se retirer de la vie. Je dis pas que c'est sous-évalué, mais je crois que c'est un mec qui a envie de faire, de gérer son temps comme il le veut. Donc il fait, je pense, 6 mois par an une tournée, et les autres 6 mois, il est en Martinique. Hein, dans sa maison en Martinique. Il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il l'avait rencontré au festival à Montréal. Ouais, moi, j'ai rencontré... Il paraît qu'il disait, ce que j'aime bien avec le festival de Montréal, c'est qu'il n'y a pas de décalage horaire avec la Martinique. Le mec, il s'en fout, mais il est là pour... Mais tant mieux qu'il y en ait... comme ça qui ont l'air d'être heureux, tu vois, qui vivent Ce que bien. tu me dis, c'est qu'il aime assez ce qu'il fait et il cherche pas vraiment à être connu. Donc, autrement dit, il serait pas du genre à accepter de jouer dans le film Les Seigneurs, par exemple. Par exemple. Il irait pas jusque-là. Non, mais quoique là, c'est encore... je sais pas, parce que lui peut-être que... Il pourrait le faire pour le LOL, quoi. Il pourrait, ouais, juste pour la déconne, il pourrait le faire. Parlant de ça, parce que dans le film Les Seigneurs, moi, il y a un gars que j'aime vraiment beaucoup, parce que le film a l'air d'être horrible, mais j'ai vu quelqu'un que j'aime beaucoup qui joue dedans, c'est le comte de Boudherbala. Ouais, top. Et toi, tu fais souvent des castings. Ouais, c'est un pote à moi, Samy. Est-ce que... Ouais, c'est ça que son vrai nom, c'est Samy. C'est ceux qui n'auraient pas compris. C'est arrivé des fois que t'es passé à 2 doigts d'avoir un truc assez gros, tu te dis « fuck ». Et ça doit être ça. La frustration des castings, ça doit être ça. Tu dois arriver là, puis de temps en temps, tu reviens en disant écoute, ça, si je peux l'avoir. C'est quoi, je vais te dire? Moi, j'ai un agent d'ailleurs que j'ai vu hier, hein, avec qui on a fait tout ce délire sur Bernard Menez. Elle est à Paris. C'est une fille? C'est une fille. What a fucking surprise. Christelle, on l'embrasse. Et le truc, c'est que elle m'a expliqué une chose très intéressante. Non seulement on est dans une période comme ça où le cinéma va chercher énormément d'humoristes, ce qui est un avantage. Pour les humoristes. Pour les humoristes. Pas toujours pour les téléspectateurs, dépendamment du humoriste. Exactement. Putain, quand t'as vu... Non, honnêtement, Les Seigneurs, mais t'as vu La Brochette? Oui. Quand t'as vu ça arriver, t'as fait « Ah! Avec Gad Elmaleh, ses cheveux longs qui joue le dumb guy. » C'est sûr que là, on va pas à la course au César. Et Joey Starr, putain, je sais pas... Joey Starr qui... Tu sais, comment? T'es supposé être un rebelle. Joey Starr, c'est un peu... C'est un gars, tu penses que quelqu'un lui présente ce scénario-là et il lui donne une commotion cérébrale en tapant son agent avec le scénario. Et quand tu vois Joey Starr en promo et qui vient sur RTL, je sais pas si vous avez vu les images, et qu'à la fin du reportage, c'est Michel Demac qui lui dit genre chut, parce qu'on revient sur l'antenne, il fait quoi, chut? On me dit pas chut. À la place de Michel Demac, j'aurais pensé 2 jours en retard, donc je l'aurais pas fait, et en plus, je suis une chochotte, donc je l'aurais pas fait. Mais t'as juste envie de dire comme oh, c'est vrai, Joey Starr. Oh, j'avais oublié que vous étiez un rebelle. Oh loulou, rebelle qui joue dans Les Seigneurs. Et qui joue dans L'amour dure 3 ans. Et vous avez une grosse voix de rebelle. T'as vu L'amour dure 3 ans? J'ai pas vu, moi de Bec BD. Ben, il joue un gay quand même. Moi j'ai lu le livre. Ouais. Pour faire vraiment. Moi j'ai lu le livre. Ok. C'est ça. Monsieur, je suis le compagnon de Myriam Leroy. Hello. Hey, je lis aussi des bouquins, moi. Ouais, désolé. Donc moi je lis des livres et toi tu dis le conte de Boudherbala. Oui, Samy, c'est un ami. Asshole. C'est vraiment du vieux name dropping, quoi. Vraiment. Samy, encore. Non, mais on se souvent au téléphone. Ouais. Encore hier, il m'envoie un SMS en me disant mais vous êtes qui? Mais un rigolo, ce Samy. Oh, oui. Non, mais j'ai pas vu le film et en fait j'ai pas voulu le voir entre autres à cause d'un humoriste que j'aime beaucoup, donc Gaspard Proust qui joue le rôle principal, où la moitié des gens m'ont dit qu'il était très bien et l'autre moitié m'ont dit qu'il jouait comme une vieille bouse. Ouais. Et comme je l'aime bien, j'avais pas envie de le voir dans un truc où je risquais de trouver que c'est une bouse pour me gâcher la suite des choses qu'il fait. C'est peut-être une réaction bizarre, mais... C'est une réaction bizarre. C'est comme, mettons, tu veux pas voir ta super jolie copine aux toilettes. Ouais. Tu vois ce que je dis? Parce que ça au début. Au début, parce qu'après, elle se gêne plus à un moment. Ah, moi, j'ai de la chance, ouais. Oui. Alors,
Ah, donc moi j'ai... Ah, merde. Ouais, mais toi, déjà, tu dis, toi, au début, tu vis que des débuts, toi. Ouais, je vis que des débuts. Ben, j'ai jamais raconté, je pense. J'ai voulu faire une surprise à Myriam. Elle était en vacances avec une copine il y a quelques semaines. Elle était en Italie. Putain, je vais jouer le Grand Prince. Et j'ai juste piqué l'idée d'un de mes amis qui avait fait ça pour sa copine, genre un mois avant. Ouais. Et je vais prendre un billet d'avion, je vais aller voir, je débarque le mercredi soir, je repars le vendredi matin. Ouais. Et donc, elle est en vacances avec une amie. J'avertis personne parce que je veux pas que la souris soit grillée. Juste, je suis à l'aéroport, je suis à Charleroi parce que I'm a cheap motherfucker. Et juste avant de prendre l'avion avec Ryanair, j'appelle la copine en disant écoute, je vais débarquer, mais t'inquiète, c'est juste, j'arrive le soir tard, je repars genre le surlendemain au matin très tôt, comme ça. T'es pas non plus le gros lourd de mec qui vient ruiner les vacances de cette pauvre fille-là. Et donc, je débarque et moi, comme un clown, je me dis, j'arrive à 11h, je vais pas prendre une chambre, je vais dormir si on dort dans la même chambre, c'est pas grave, je prendrai une chambre le lendemain. J'avais juste pas calculé que c'était pas 2 lits doubles dans le chambre. Donc j'arrive, on fait on a un grand lit king. Donc Myriam, tu te mettras au milieu, et puis il y aura la fille d'un côté, et moi de l'autre. Honnêtement, man, t'es pas à l'aise. Parce que pas très à l'aise. Il faisait genre 80 000 degrés. Moi, je supporte pas la clim. L'ami supporte pas la chaleur. Oh non. Donc on n'a pas mis la clim. Le truc horrible, la surprise qui s'est transformée en truc... Et le pire, j'arrive au bout de... Donc la personne à l'hôtel avait été au courant et c'était une jeune fille qui était tout genre émoustillée à l'idée de voir un truc romantique comme ça. Je me lance des fleurs pour l'instant, mais t'inquiète avec le chute. J'arrive... Myriam était de dos en train d'écrire des cartes postales et son ami était en face. L'ami se lève, quitte, et au moment où elle se lève, moi je m'assois sur la chaise. Donc Myriam finalement voit son ami se lever et voit quelqu'un s'asseoir. Elle dit putain, c'est qui ce gros lourd de baraki qui croit que ça y est. Encore un auditeur de Pure FM qui m'a retrouvé. Lève les yeux, me voit, donc est surprise, c'est mignon, on passe quelques secondes. Et là, je faisais déjà de la fièvre, mais je me mets à me sentir super mal à un point où, pour une raison que j'ignore, j'arrive plus à tenir ma tête et donc je me couche sur la table et j'arrive plus à bouger et finalement ils sont les deux à devoir me rentrer dans la chambre parce que j'arrive plus à bouger et c'est là que je commence à me sentir mal et fieu, j'ai eu une gastro que je qualifierais de volcanique. C'est énorme. C'est un point où j'ai dû passer une partie de la nuit endormi aux chiottes. C'est énorme. Le lendemain, ils ont dû faire venir une médecin, mais qui donc, tu sais, on parle de glamour et de ce que tu voudras, qui me posait des questions sur ce qui sortait de mon corps. Et comme on parle pas italien, il y avait une gentille et naïve stagiaire française qui était à l'hôtel, qui a offert de faire la traduction. Elle était de plus en plus rouge quand elle disait « Est-ce que vos selles sont liquides? » Elle demande si vos selles sont... Et donc tu te retrouves avec 15 personnes dans la chambre. Et la médecin, ça avait l'air d'être tout droit sorti d'un téléroman de la Rai, quoi. Avec une stagiaire, mais qui avait l'air d'être son amante lesbienne. On a l'impression de... Comment ça s'appelait le truc? Les deux policières en France, avec Natacha Hamel et... Bref, cette émission-là. Et donc, elle arrive, elle me donne des médicaments. Ma copine qui sont obligées d'embarquer avec le propriétaire de l'hôtel qui leur emmène voir une pharmacie qui était genre à 40-30 minutes de route. Revient, évidemment, j'ai pas de fric, donc c'est ma copine qui doit payer pour mes médocs. Merde. Le lendemain, ça va toujours pas mieux. L'infirmière doit revenir et me fait une piqûre dans les fesses. Ouais. Je dois annuler mon vol parce que je peux pas partir, donc je reste une journée de plus. L'autre amie est obligée d'aller dans l'autre chambre finalement, donc c'est elle qui se retrouve... comme une conne. C'est quoi cette... Et finalement, je reviens et tout ça m'a coûté genre 500-600 euros. Pour une surprise. De plus que prévu. Et la surprise, ça a été « Salut chérie, je viens gâcher 2 jours et demi de tes vacances en ayant une gastro dans ta chambre. » Là. J'ai encore quelques questions. On va bientôt wrap it up. On va bientôt terminer. J'ai encore quelques questions. Je voulais te parler... Là, on fait une interview. On se connaît, c'est quand même assez facile. Est-ce que t'es bon ou t'es mauvais en interview d'habitude? Parce que ça fait... Tu peux pas être humoriste si tu n'es pas capable de faire ta promo. Ouais. Et est-ce que t'es bon ou mauvais en interview? Non, moi, je crois que je suis plutôt agréable en interview. Hein. Après, t'en fais de plus en plus et tu te rends compte que parfois tu dis des conneries aussi. Ce qui est chiant, c'est quand tu reviens un peu sur les mêmes idées, tu vois. Ouais, t'as l'impression de tourner en rond. T'as vraiment l'impression de tourner en rond. Donc voilà, mais je crois que maintenant il faut juste
être le plus sincère possible dans l'interview et dire ce qu'on pense. Et moi, j'aime beaucoup... et bien écouter les questions. Ouais, Martine Cornil, toi qui as fait l'émission Backstage tout l'été sur la prod. Et j'ai une espèce de frustration où moi, j'ai fait de la radio pendant des années, où j'ai l'impression qu'on fait de la radio pour... genre à direction des gens qui aiment pas la radio. C'est-à-dire qu'on se dit, ah oui, mais peut-être là, ça va être trop long, peut-être là, ça va être chiant. Donc, on s'inquiète toujours pour ceux qui pourraient zapper et ceux qui aiment pas la radio. Et c'est super rare, les émissions où on fait fuck ceux qui vont zapper, on fait de la radio pour ceux qui aiment l'émission, qui aiment le produit, qui aiment la radio. Et moi, la gentillesse de m'inviter, et j'ai adoré, j'ai fait 3 quarts d'heure avec elle, et c'est pas genre, au bout de 15 secondes, justement, faut qu'il y ait une blague, ou faut... Non, c'est que la personne soit connue, ou dans mon cas, donc, tu sais, il y avait Philippe Geluc, moi je suis vachement moins connu forcément, ben, elle me posait les mêmes types de questions, tu vois. Elle se disait pas c'est pas une assez grosse star donc ça va être chiant donc on va changer. C'est non, je donne l'occasion aux gens de découvrir quelqu'un et de parler. Et tu te dis, il y a combien d'heures de radio par jour? Et c'est à chaque fois c'est il met un disque. C'est une espèce de peur panique que les gens, tu sais, on fait de la radio en se disant c'est dommage de faire de la radio pour des gens qui ont un déficit de l'attention. Et comment est-ce qu'on réagit à ça? En faisant de la radio pour des gens qui ont un déficit de l'attention. Mais ça, ça devient de plus en plus rare, les espaces comme ça, dans les médias où tu peux t'exprimer longtemps. Je pense au Grand Journal de Canal. Ouais. Tu as l'émission qui démarre, bienvenue au Grand Journal, alors on retrouve tout de suite la chronique des machins, et puis tu poses une question à l'invité, alors comment ça se passe le concert en ce moment? Écoute bien. On va vous couper parce que là on retrouve Omar et Fred. Hop. Ok, là on va vous recouper parce qu'on retrouve les guignols de l'info. Oui, mais le concert... c'est vraiment... Et puis, mon album sort le 22 octobre. Exactement. Et t'as à chaque fois 2 minutes pour t'exprimer. Je suis obligé d'en parler. Question Belge Comedy Show. Comment, je vois qu'ils font des rediffs en télé, ce qui, moi, m'a surpris à mort parce qu'ils avaient arrêté l'émission parce que ça marchait pas comme ils voulaient que ça marche. Et toi, comment tu l'as vécu? Parce que d'un côté, on peut pas dire que ça a été un succès, mais d'un autre, ça a permis de te faire connaître. Et ce que les gens réalisent pas, c'est que c'est pas grave de se planter. Exactement. Ça veut pas dire pas parce que tu te plantes que t'es pas bon. Et tu sais, tu l'as vécu comment? Le truc paradoxal avec cette émission, c'est que j'ai plein de gens, encore récemment, qui m'ont vu et qui m'ont dit, mais votre tête me dit quelque chose, et puis Comedy Show, Belge Comedy Show, exactement, génial, continuez, enfin des jeunes talents, etc. Donc il y aurait eu pour toi, à titre personnel, il y aurait un impact positif. Tu demandes aux gens, vous avez vu l'émission? Non, j'ai pas vu, mais continuez. C'est-à-dire que les gens ne l'ont pas vu, ils ont juste adhéré au concept. Entreaperçu comme ça des jeunes dans un décor qui font des blagues, ils se sont dit putain, c'est enfin une nouvelle génération. Donc il y a ces gens-là aussi, tu vois. Et ça nous a pas totalement desservi, quoi. Surtout moi en plus qui était la plupart du temps là. Même si tu avais fait, on dirait qu'un bon sketch, on dirait dans toutes les émissions, c'est celui-là que les gens retiennent. Je parlais avec Verino dernièrement, puis donc il est passé quasiment une 30aine de fois chez Ruquier, dans ces eaux-là, et je me suis rendu compte finalement qu'un mauvais passage, à moins que ce soit un bide monumental, mais un mauvais passage, on s'en fout. On s'en fout. Un passage moyen, malheureusement, personne ne le retient, mais tu le fais uniquement pour aller frapper du très très gros passage. Exactement. Et c'est ça que les gens remarquent. Mais oui. Et Craig Ferguson, qui est un de mes idoles, il fait des late shows aux États-Unis, c'est un gars d'origine écossaise, et il dit finalement, la vie, c'est la façon américaine de voir les choses, c'est exactement comme au baseball. C'est-à-dire que le baseball, il dit, la définition, c'est même si tu frappes 7 fois sur 10, tu rates ton coup, tu vas quand même au temple de la renommée du baseball, t'es une star quand même. Il dit, aux États-Unis, success is failing until you don't. Donc la réussite, c'est échouer jusqu'à ce que tu arrêtes d'échouer. C'est comme en amour, finalement. Quelqu'un de célibataire, il dit 100% de mes relations se sont soldées par un échec. Oui, mais on s'en fout parce que tu peux avoir 200 échecs, t'as besoin de une réussite. Donc, si c'était l'inverse, ça serait salaud, quoi. Tu te réussis 200 fois, t'as un échec et puis ta vie est foutue. C'est exactement ma manière de penser. Et tu veux que je te dise, parfois, j'ai une très proche, une personne qui est très proche de moi qui me dit toujours, mais ouais, mais t'es trop optimiste, etc. Je dis, je suis pas optimiste, bêtement optimiste. C'est juste que j'ai la volonté d'un succès. Que ce soit. Ça serait quoi pour toi le succès? Qu'est-ce que maintenant, que ce soit en amour ou que ce soit. Non, mais c'est vrai. Mais de toute façon, c'est important d'avoir un équilibre, tu veux pas virer fou, mais ça serait quoi pour toi un succès? Maintenant, tu te dis, dans 3 ans, il y a un article sur toi dans le journal, sur Cody Success Story. Qu'est-ce que tu voudrais que l'article raconte? Que je me tape un mannequin russe et que j'ai plein de pognon.
Ça, je pense que c'est à peu près la définition du mot succès. Je disais professionnellement, où est-ce que tu voudrais être? Non, mais sérieusement, professionnellement, je voudrais un spectacle qui tourne. Je voudrais continuer à faire de la radio. Je voudrais faire du cinéma. Et pouvoir avoir le choix... La liberté de faire ce que tu veux quand tu veux. La liberté de faire ce que je veux. C'est le plus je voudrais faire des documentaires. En fait, je voudrais vivre de mon métier plus que bien, on va pas se mentir. Ouais. Avec la liberté de faire des choix. J'aime bien Alain Chabat, tu vois, qui est un mec comme ça qui a fait un documentaire sur le rap. Ouais. En suivant NTM. C'est ça, après sa longue carrière dans le rap. Non, mais super documentaire. Oui. En faisant... je dis oui, mais je l'ai pas vu. En faisant un dessin animé. Ouais. Avez-vous déjà vu des petits trucs animés comme ça? C'était vraiment top. Si vous sur YouTube, il y en a plein. Si vous les cherchez, avez-vous déjà vu? C'est idéal pour perdre son temps au boulot. Ça dure Exactement, ça dure 1 minute. Ce mec a fait animer un jeu sur Canal qui s'appelle Burger Quiz. Qui est assez... Moi, je l'ai jamais vu, mais j'en entends parler encore régulièrement. Ouais, Et voilà, il arrive à faire... T'as l'impression qu'il est libre. Et qu'il est drôle. Le mec a réalisé Astérix, quoi. Je veux dire, un des gros succès du box-office en France. Je sais pas, j'ai l'impression que le mec prend le temps de faire les choses. Il a fait sûrement des choses à la masse comme ça, avec les nuls à l'époque, tu vois. Plein de conneries aussi. Mais voilà, il arrive à un stade où il prend le temps de faire des trucs qu'il aime. Parce que c'est ça le problème. Si tu veux atteindre un objectif, atteindre un objectif dans la vie, c'est comme réussir un niveau dans un jeu vidéo. Il n'y a personne qui reste sur un succès. Tu dis jamais « Ah, j'ai réussi! Je vais maintenant en profiter pendant 3 ans. » 15 minutes après, tu cherches l'objectif suivant. C'est l'endroit où tu restes le moins dans la vie, c'est dans la finalité. Quoi. Tu passes ton temps dans le processus pour atteindre quelque chose, mais une fois que tu l'as atteint... Voilà. Juste avant dit-il en regardant le fond de son verre. Juste avant de finir, les 2 dernières anecdotes que je veux raconter, c'est donc tu as 34 ans, tu fais de l'humour, tu as été dans l'immobilier. Et dans le marketing. Dans le marketing. Et quand tu étais jeune, tu étais à la fois très riche et à la fois très pauvre. Les gens savent parce que tu n'as jamais raconté. Et moi, je sais pas si on s'en a déjà parlé, mais ça t'interpelle. Trou que tu n'en aies pas parlé dans ton premier spectacle. Ouais. Ton père était ambassadeur. T'avais des domestiques à la maison. Blancs. Vengeance! Et tu les faisais parler avec un accent... Ça aurait été génial. C'était des blancs à qui j'aurais dit tu dois parler avec un accent congolais. Et tu mets une feuille de vigne et tu t'arranges que je sois toujours au frais. Pas seulement blanc, philippin aussi. OK. Philippin, et je me rappelle, on était un peu... Mais c'est quoi, déjà ambassadeur de où? Pendant combien de temps? T'avais quel âge? Ambassadeur du Zaïre à Bruxelles. OK. T'avais quel âge à l'époque? Bon, j'avais... 29, non. non, j'étais ado, quoi. Je me suis dit, j'ai fait des super fêtes, parce que c'était dans la résidence de l'ambassade, qui était énorme à Rode-Saint-Genèse, énorme villa, je faisais mes fêtes d'anniversaire, là. Et donc, t'as des mecs... Like a boss. Qui savaient, tu vois, genre, c'était devenu un peu légendaire, comme ça. T'as des mecs qui venaient me voir, que je connaissais pas, en disant salut Cody, on se connaît pas, mais il paraît que tu fais ton anniversaire, ce serait cool si je pouvais venir. Et là tu te sens un peu comme dans un film américain. Ouais, c'est ça. Et tu lui tends négligemment la main en disant ouais. Reparlez-en avec ma secrétaire. Et donc oui, peut-être qu'à ce niveau-là effectivement j'en ai profité. et j'ai fait profiter plein de potes aussi, hein. Et t'as perdu ça du jour au lendemain? J'ai perdu ça, mais c'est pas moi qui ai perdu d'abord. Non, mais j'ai perdu évidemment. Mais non. Est-ce que c'est une question? Je sais pas si pas du c'était jour brutal, au non? Ça s'est fait de manière progressive, c'est-à-dire que vous l'aviez vu venir. Ça n'a pas été, mettons, du jour au lendemain, on fait tu es pas ambassadeur, merci. Non, et puis ouais, c'est pas un gros choc comme ça d'un coup. C'est pas un coup d'état qui a tout changé la donne, quoi. Oui, si, en fait, oui. Ah oui? Ah merde. Ouais, en fait, oui, c'est plutôt un coup d'état qui a changé la donne, parce que si tu veux, quand Kabila est arrivé, ben forcément, il est venu avec une nouvelle équipe, une nouvelle vision, du sang neuf. Du sang déjà. Il y avait du sang. Je sais pas s'il était neuf ou pas. Il est venu avec du sang et donc il y a eu changement de régime, etc. Changement d'ambassadeur. Donc à ce moment-là, t'as encore un petit peu certains privilèges qui s'étiolent petit à petit comme ça.
non seulement, tu vois, la plaque corps diplomatique, ça c'était quand même énorme. Ça. Moi, je me rappelle que quand il y avait les frontières, à l'époque encore, et que nous, on passait comme ça sans... sans devoir s'arrêter. Sans devoir s'arrêter. Tu vois, on allait en France, hop. En faisant un finger à la file des bagnoles. Limite en faisant un finger. Je me rappelle aussi d'une fête à la maison où t'as le policier qui venait parce qu'il y avait une espèce de tapage, mais il avait pas le droit de rentrer, tu vois. Oui, parce que sinon il violait... il violait le sol. Et donc toi, tu pouvais être de l'autre côté en train de faire l'hélicoptère avec ta bite et puis il pouvait rien faire. D'ailleurs, toute la famille faisait régulièrement l'hélicoptère. Avec ta bite. Même les femmes de la famille. Ce qui est beaucoup plus difficile. C'est comme faire pipi, écrire son nom en pissant dans la neige en lettres détachées. Je vais te dire sincèrement, plus que de cette idée de profiter, etc. Parce que bon, j'ai eu la chance de vivre quand même dans une famille avec des moyens plutôt confortables. Après, ça a changé, mais c'est la vie, c'est comme ça. Mais j'ai surtout une fierté, parce que si tu veux, mon père, c'est quelqu'un qui est arrivé à 10 ans en Belgique, hein, parce que voilà, il n'y avait pas encore beaucoup de Congolais à l'époque. Il est arrivé, son grand frère était déjà ici, marié avec une Belge blanche, et donc pas une famille aisée du tout. Et il s'est battu, il a fait ses études, il est rentré au Congo, il a travaillé au ministère des Affaires étrangères, puis voilà, il a fait tous les postes à l'ambassade. Oh oui, il a vraiment grimpé comme American Dream style, étape par étape. Quelque part, et donc c'est un truc que j'en ai pas parlé parce que ça touchait à quelque chose d'intime, tu vois, de pudique, et puis je sais pas encore si je peux parler comme ça de ma famille, si ça va pas les déranger aussi. Tu vois. C'est ça. Toi, ça te dérange pas, mais t'as peur de les impliquer eux. Exactement. Peut-être qu'ils n'ont pas envie d'entendre ça. Est-ce que c'est des questions que je dois me poser ou pas? J'en sais rien. Mais je pense que ouais, ce serait peut-être intéressant d'évoquer en tout cas. En tout cas, moi, ce que je trouve qui est intéressant là-dedans, c'est que si on va voir un spectacle et que tu racontes ça, c'est une histoire qui est neuve. T'as pas d'humoriste qui raconte ces trucs-là. Et on a l'impression, quand on disait développer un affect envers une personne plutôt qu'envers du matériel, à la limite, fuck ce que tu racontes, mais on est sûr que c'est toi qu'on écoute à ce moment-là. Ouais. Et moi, j'ai dit ça parce que moi, je peux profiter de cet état de fait-là avec ma situation de Québécois où je raconte vraiment le fait quand je suis arrivé, qu'est-ce que je pense de la Belgique, et c'est ma vraie vie que je raconte. Et donc j'essaie d'avoir exactement le même ton que dans la vie de tous les jours, en se disant au minimum les gens qui m'écoutent ils ont droit à quelque chose de vrai finalement. Je raconte la même chose quand je suis en interview, quand je suis dans la vie ou quand je suis sur scène. Maintenant que ce soit drôle ou pas, ça chacun ses goûts, mais j'essaie de respecter ça un maximum. Mais c'est vrai que ce serait marrant de raconter quelques anecdotes ou des trucs qu'on a pu vivre et que tu vis en étant enfant. Et, je veux dire, tu te retrouves parce que d'abord il était ambassadeur en Suisse pour démarrer. Et puis. Et t'as vécu en Suisse avec lui à Berne, ouais. Ok. Ah, je savais pas. C'est là qu'est ton fric. Et la résidence, tu vois, était pas encore prête, elle était en travaux. Donc on a dû vivre à l'hôtel. Et quand t'es enfant, ça doit être le 4 rêve. étoiles. 4 étoiles à l'hôtel. Et donc t'arrives comme ça. C'est marrant, quoi. T'as l'impression d'être dans un film américain. Une espèce de comédie romantique, tu sais, où t'as... Ouais. Genre, maman, j'ai raté l'avion. C'est toujours fascinant comme ça. Il y a plein d'enfants. Et de baraques de 1000 étages. Des baraques de 1000 étages. Et ils arrivent tous à l'hôtel. Et c'était un peu comme ça. Enfin, des trucs comme ça. Et puis, quand je grandis aussi, parce que j'ai toujours été passionné par la politique, vraiment, de voir un peu tous les enjeux politiques, les enjeux... Les manigances de temps en temps. Les manigances de temps en temps. Ah, t'as dû en voir des trucs, toi. La corruption du côté congolais, la corruption du côté belge, etc. T'as vu les deux? J'ai vu les deux. Ah oui, personnellement, toi, t'as vu? Ah ouais, j'ai vu les deux. Merde, j'imagine que tu peux pas raconter ces trucs-là. Tu vois, ça, ce serait quand même un petit peu plus délicat de raconter. Ne fût-ce que pour éviter de se prendre une balle dans la tête. Ce qui est toujours mieux. Mais si t'as à choisir entre une balle dans la tête ou pas de balle dans la tête. Oui, ça serait, si tu racontais, tu crois que ça serait ça? T'étais pas à ce point-là, mais ça serait dangereux? Je raconterais des choses soft. Oui. Je raconterais des choses soft. Mais donc tu raconterais pas tout? Ah non, parce qu'il y a des trucs qui sont
qui sont pas utiles pour un spectacle du comique. Sauf si l'idée c'est de provoquer un conflit armé. Alors là oui, là c'est drôle. Si un jour tu vas faire un documentaire choc, ça pourrait être utile. Mais en attendant, on va rester soft. Encore, j'ai pas tout. C'est plus mon père à mon avis qui a plus de trucs. J'espère, parce que si son fils en a vu plus que lui, ça veut dire que c'est pas un très bon ambassadeur. En fait, je suis ambassadeur, mais c'est mon fils de 14 ans qui était derrière avec tes 2 fusils en disant What up, motherfucker! Dernière question. C'est super bien le fils d'ambassadeur. Toi, tu fais super bien l'ironie. On a chacun notre talent. Bon, le jus de pamplemousse arrive à sa fin. J'avais promis au début qu'on allait en parler. La première fois que j'ai fait de la scène, c'était en première partie de Cody. C'était au Théâtro. Et pour ceux qui connaissent pas au Théâtro, les loges, en fait, c'est pas les loges, c'est les toilettes pour filles. Exactement. Et c'est un étage au-dessus de la scène. Ouais. Donc, tu dois monter des escaliers. Et pour pouvoir faire en sorte que ceux qui sont dans la loge entendent ce qui se passe sur scène, il y a un petit baffle. Donc voilà, le show commençait genre à 20h. Moi, j'arrive à 18h pour répéter avec donc Gilles Morin qui était... C'était donc un producteur. À l'époque, il me produisait pas encore, mais on s'était vu, puis il disait viens tester un truc comme ça. Donc nous, je crois, on s'était peut-être vu une fois, mais sans plus, on se connaissait pas. Non, on se connaissait pas. Et donc, j'entraîne avec Gilles, là, je me prépare, je te rencontre, et je descends en bas. Donc il reste Gilles, le producteur, qui se demande s'il va me produire, et toi qui produis déjà. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a été lent au démarrage. Ouais. Première fois, j'ai un souvenir assez flou, parce que j'étais tellement stressé et tellement chaud d'adrénaline que t'arrives. J'ai fait 9-10 minutes. Les 7-8 premières, il n'y a pas vraiment eu de réaction. Les 2 dernières, ça a un peu sauvé l'ensemble. Mais je me suis toujours dit, un jour, j'en reparlerai à Cody et j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'ils se sont dit, parce que vous entendiez oui. Mon show dans les baffles et puis vous écoutiez dans les escaliers pour voir s'il y avait du rire de la foule, qui forcément avec la distance déjà c'est atténué, mais il n'y avait pas non plus grand-chose à atténuer. Et je suis curieux de la conversation que vous avez eue à ce moment-là. Est-ce que tu t'en souviens? Je me souviens très bien, et je vais t'avouer que dans ces moments-là, d'abord, t'es concentré sur... enfin, en tout cas, ton spectacle. Oui, parce que tu étais 10 minutes après. Voilà. Je suis concentré sur mon spectacle, mais d'un côté, je suis pas rassuré. Je suis pas rassuré parce que je me dis putain, tu vois, l'ambiance. Mettons, la première partie c'est pour chauffer la salle. Voilà, la première partie c'est pour chauffer. Je suis pas arrivé avec du gros bois. Et donc on écoutait les trucs et c'est toujours marrant, enfin c'est toujours marrant et frustrant à la fois d'entendre comme ça un espèce de monologue. Oui. Mais sans avoir de réponse des gens, tu vois. La réponse c'est les rires ou les applaudissements. Oui. Et là tu les attends comme ça et t'entends que t'as l'impression que ça dure une éternité. Ah oui, c'est ça. Le show a duré 2h30. Et je pense que pour se détendre on a dû faire une blague du style bravo Gilles, il faut toujours mettre un mec mauvais avant. Comme ça t'es sûr d'être bon et que les gens te kiffent. Oh putain, les enfoirés. Vous avez fait la bonne chose. J'aurais fait la même chose. Et tu sais que je veux dire que je l'ai refait après, donc quelques semaines plus tard, quelques mois après, et je me suis tapé un des plus beaux bits de ma vie. Et je sais pas si t'en souviens, t'écoutais peut-être pas, peut-être que t'avais compris qu'il fallait éteindre le baff pendant que je faisais des premières parties, que c'était mieux. Mais j'arrive et je me dis, j'avais pris un peu en confiance, donc j'étais un peu coquille de manière un peu injustifiée. Je me dis, ok, j'ai du mal avec mes débuts, moi j'ai avant de me mettre dedans. Ça, je vais commencer avec un truc fort. Parce qu'il faut savoir, le truc, c'est que les gens viennent voir Cody. Ils savent pas qu'il y a une première partie. Exactement. Et je suis pas annoncé. Donc, ils voient quelqu'un arriver derrière les rideaux, s'attend sur Cody. Déjà, il faut gérer la déception de que c'est pas Cody. Exactement. Il faut se demander aussi, who the fuck is this guy? Et la troisième question, c'est, et pourquoi il me fait pas rire? Donc ça, c'est les 3 choses. Ça fait beaucoup de questions. Et donc, déjà, tu sais que la première minute est c'est à peu près impossible de faire rire. Il faut que tu causes un peu avec... Enfin bref, des trucs que t'apprends, tu rentres pas directement dans ton matériel à froid, à moins de vouloir te suicider comme j'ai fait. Et Cody avait une chaise comme décor sur la scène. Donc je commence, je fais hey, salut tout le monde, je m'appelle Dan et donc je suis pas Cody. En tout cas ça j'espère que vous l'avez remarqué, sinon vous avez probablement un problème, mauvaise nouvelle, vous avez probablement une maladie des yeux. Donc déjà gros pas rire. Et je me dis, donc on est ensemble, j'ai dit, Cody doit arriver, et Cody arrive après, en tout cas, comme les Congolais, je sais pas s'il va arriver avec du retard. Donc déjà, et tu sais, forcément, il y avait beaucoup de Congolais dans la salle, et ils te regardent un peu avec un œil en disant, who the fuck is this white guy? C'est vraiment juste un œil demi-fermé, l'autre ouvert, en disant, est-ce qu'il vient me dire...
Non, mais c'est vrai que ça doit être déroutant. Ah, c'est pas fini? Ouais. Et après, je dis, donc on est là pour l'attendre ensemble. Et puisqu'on est là pour l'attendre, eh bien, attendons-le. Et là, j'ai encore obtenu 0 rire à ce moment-là. Je me dirige jusqu'à ta chaise. Ouais. Je m'assois, parce que je dis qu'on allait t'attendre, et là, je regarde la foule. Et à ce moment-là, ça me sautait dans le visage. T'as tout le monde qui me regarde avec toujours une tête en point d'interrogation. Donc, moi, je m'assois en disant, on va l'attendre ensemble, je m'assois, ça va être un bon rire. Je m'assois, j'ai tout le monde avec la bouche semi-ouverte, en faisant genre, what? Et là, je me dis, ah, fuck! Je peux pas me lever tout de suite, parce que sinon, ça veut dire que je me suis rendu compte que c'était un bip. Ouais. Et donc, dans ma tête, j'ai fait 1001, 1002, 1003, 1004. Bon! Et là, donc, ce que je pensais être mes 3 grosses punchlines de début, j'avais obtenu 0 rire. Plus jamais j'irai m'asseoir en silence après une blague raciste sans avoir obtenu de rire auprès d'une foule qui savait pas que j'allais venir. Hein. Plus jamais. Donc, ça, à mon avis, ce qu'il y avait dans le regard des gens, c'était Who the fuck is this guy? This is not Bernard Menez! Get me Bernard Menez! I paid for Bernard Menez! I want Bernard fucking Menez! Cody, merci beaucoup. On a déjà pas mal causé. Je vais te laisser aller. Merci d'être venu dans ce podcast. Merci à toi. C'était encore une première fois, hein, finalement. Oui. Première fois avec moi sur scène. Et première fois premier podcast à la maison. J'espère que ça s'est mieux passé que la première fois sur scène. Beaucoup mieux. Et n'oubliez pas, donc, twitter.com /Dan Gigagnon. Ton Cody, c'est @Cody_stand-up. Exactement. Donc, suivez Cody. Il fait des blagues aussi sur Twitter. Ouais. Autre chose, t'as un truc à placer? Non, j'ai rien d'autre à placer. Sur Facebook, sur Twitter. Cody, K-O-D-Y, assez facile à trouver. Le podcast s'appelle Dan Gagnon gratuitement. Vous pouvez aller le télécharger, donc gratuitement. C'est sur iTunes. Et si vous aimez, s'il vous plaît, cliquez juste sur le bouton subscribe. Pour vous, ça change pas grand-chose, à part que les podcasts vont arriver automatiquement quand ils sont publiés. Et moi, ça change beaucoup. Donc, merci beaucoup. Et la semaine prochaine, un nouveau podcast avec un nouvel invité.